Voilà le paradoxe, comme je l'ai dit, un petit peu artificiel mais fondateur, auquel il faut opposer, pour qu'il y ait paradoxe, la situation suivante, c'est que le jeu utilise massivement l'histoire. Il y a énormément de jeux qui sont à coloration ou à inspiration historique. Alors comment expliquer que l'histoire, si opposée au jeu, puisse être tellement utilisée dans le domaine du jeu? Alors, pour résoudre ce petit paradoxe, il va falloir en fait se débarrasser immédiatement d'une formule, d'un terme, d'une idée qui pose beaucoup de problèmes, qui est celle du réalisme, et en particulier du procès en réalisme. Alors, d'un point de vue spontané, on pourrait se dire c'est évident. Le jeu n'a pas à être parfaitement réaliste sur le plan historique. De la même manière, une œuvre imaginaire n'a pas à être parfaitement réaliste sur le plan historique. Le double ennui de cette considération de bon sens, c'est que premièrement, elle pose comme limite que la seule raison pour laquelle un jeu n'est pas historique à la perfection, c'est qu'il ne va pas pousser jusque dans ses ultimes détails, jusque dans ses ultimes retranchements l'exactitude historique. Donc, la seule raison pour laquelle un jeu ne serait pas parfaitement historique, c'est que son auteur n'est pas un maniaque fou, et que si son auteur était un maniaque fou, le jeu pourrait d'un coup devenir historique, et pareil pour le roman. Le deuxième souci, là, qui est un souci contextuel, je dirais, depuis, je ne vais pas dater, donc on va dire depuis environ une décennie, c'est devenu un critère de qualité pour des jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de rôle, pour des romans et aussi pour des séries, de dire qu'ils sont réalistes, de dire qu'ils touchent à l'exactitude historique. Alors ça peut être plus ancien, mais il y a vraiment cette idée que c'est un élément qualitatif d'évoquer ainsi le réalisme historique. Et cette idée du réalisme, en fait, elle pose un problème qui est lié au rapport qu'a le jeu, qu'a l'imaginaire, à la discipline historique. Alors pour ça, je vais prendre un exemple, pour être relativement clair, et pour que vous compreniez bien que je m'inscris dans un contexte assez actuel. C'est un contexte de débat entre un auteur vivant et un auteur mort, donc c'est un peu un débat à une seule voix, c'est-à-dire le débat qui est lié aux critiques, très modérées et très respectueuses, attention, de George Martin face à Tolkien. En effet, bien qu'il soit un profond admirateur de l'œuvre de Tolkien, George Martin, dans un long entretien accordé au magazine Rolling Stones, a expliqué que selon lui, le défaut de l'œuvre de Tolkien, ce qu'il reprocherait à Tolkien, s'il avait quelque chose à lui reprocher, selon la formule consacrée, ce serait de ne pas être assez réaliste. Alors qu'est-ce qu'il entend par réalisme? Il entend d'abord un manque d'intérêt pour les détails, on va dire communs, vulgaires, techniques. Par exemple, je cite, il dit « Tolkien nous évoque le règne heureux d'Aragorn à la fin du Seigneur des Anneaux, mais qu'en est-il de la politique fiscale d'Aragorn ?» Effectivement, elle n'est à aucun moment évoquée dans le Seigneur des Anneaux ou dans les œuvres parallèles. De la même manière, si les orques sont vaincus, est-ce que cela veut dire que les orques sont massacrés jusqu'au dernier ? Est-ce qu'il y a génocide? Est-ce que les bébés orques sont tués dans leur berceau? Ce sont les questions que pose George Martin à l'œuvre de Tolkien. Et comme on a là les deux auteurs d'Heroic Fantasy qui ont actuellement le plus de succès, alors un peu le monument antique et l'autre qui a un succès véritablement très 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 important aujourd'hui, ça veut dire que c'est un débat qui existe. Est-ce que l'heroic fantasy doit se soucier de réalisme? Et qu'est-ce que le réalisme dans le domaine de l'heroic fantasy, qui par définition se pose comme non réaliste? Alors il faut un petit peu reprendre, sans la faire en entier, parce que ce serait long, ce qu'est l'œuvre de Tolkien. En effet, Le Seigneur des Anneaux n'est pas l'œuvre de Tolkien. Le Seigneur des Anneaux, c'est en quelque sorte la novélisation accidentelle de quelques épisodes qui ont lieu au sein de ce que Tolkien veut être son œuvre véritable, c'est-à-dire la construction d'une mythologie. Or, dans une mythologie, on entend rarement parler de politique fiscale.
Par exemple, si je me souviens bien, Homère ne fait absolument pas allusion à la politique fiscale de Priam, ce qui pourtant nous intéresserait tous beaucoup. On ne sait pas non plus exactement combien sont les Grecs, quels sont les effectifs militaires, combien gagnent les blés troyens par mois, quelle société de marchands ou quelle structure économico-politique organise l'armée d'Agamemnon. Non, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que Homère n'est pas historique. Ça n'est pas un récit historique, ça n'a aucun intérêt, aucune valeur, ça n'est pas réaliste. Pourtant, il y a un enduit, c'est réel. Ça veut dire que la réalité n'est pas réaliste. Et en fait, c'est ça, tout simplement. C'est qu'à aucun moment, Tolkien ne prétend faire une œuvre réaliste. Tolkien prétend construire un mythe qui s'inspire clairement des sagas nordiques, et qui, sur le plan du volume de sources produites par Tolkien, est à peu près équivalent à la connaissance historique précise qu'on peut avoir des Nordiques. C'est-à-dire que si on prend les quelques 60 cartons, à peu près, voilà, on va dire 20 mètres cubes de textes produits par Tolkien dans sa vie, on a autant de matériaux qu'en ont les historiens spécialistes des Norrois. Parce que l'essentiel des sources qu'on a sur eux sont postérieures. Donc ça veut dire que Tolkien a produit. Et qu'est-ce qu'il a produit ? Il n'a pas produit principalement le Seigneur des Anneaux. Si je vous ai dit, ça peut à peu près aller 10-15 mètres cubes. Si vous mettez le Seigneur des Anneaux dans des cartons, il occupera qu'une place dérisoire. Il a avant tout produit des extraits de chroniques, des petits morceaux de saga, des poèmes raccourcis et incomplets, des fragments de légendes. Il a écrit des chants. Il a écrit aussi plusieurs versions, et ça c'est fondamental, plusieurs versions de la même histoire. Par exemple, l'histoire d'amour de Beren et Luthien est terriblement émouvante lorsqu'on la lit pour la première fois dans le Silmarillion. Elle l'est peut-être un petit peu moins lorsqu'on la lit la deuxième fois avec juste 3 noms propres qui ont changé dans les contes et légendes inachevés. Et on commence éventuellement à s'en lasser un petit peu dans les 4 versions suivantes qu'on trouve dans les terres et légendes les légendes des terres du milieu qui ont été publiées en 9 volumes en français. Pourquoi faire 5 fois, 6 fois, 7 fois la même histoire ? Il ne s'agissait pas de vendre. Tolkien n'a jamais envisagé de publier 6 ou 7 fois la même histoire. Il s'agit tout simplement de produire quelque chose de tout à fait comparable à ce qu'on a dans le cas des sagas nordiques. Il n'y a pas un Beowulf. Il y a au moins 3 versions de Beowulf dont on n'arrive pas à dire laquelle des 3 est la plus ancienne. Beowulf, c'est l'œuvre nordique sur laquelle a travaillé Tolkien en tant que philologue. Donc il y a cette idée que Tolkien parvient, par un travail imaginaire, à reproduire de manière parfaite ce qui existe dans la réalité. Mais il ne se donne pas pour but une réalité historique. À l'inverse, on peut s'interroger sur le caractère réaliste de l'univers de Game of Thrones en observant que sur le plan des structures politiques, de la construction sociale, des équipements utilisés, on navigue quelque part entre le 8e siècle franc et le 16e siècle anglais. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un procès en réalisme à George Martin. Parce que précisément, c'est ça l'idée qui est absurde, c'est de valoriser ou de dévaloriser un travail, ou même d'envisager une critique sur le plan du réalisme. L'idée, c'est qu'il y a des choix qui sont faits. Et Tolkien a en tout cas fait un choix extrêmement clair. Et pourquoi est-ce que son choix était si clair ? Eh bien, je pense qu'il y a une explication qu'il n'y a pas à aller chercher très loin. C'est que George Martin, c'est avant tout un auteur pour la télévision et le cinéma, et aussi un romancier, qui s'est intéressé à l'histoire. Tolkien, c'est un des plus grands philologues du XXe siècle, donc quelqu'un qui n'a pas eu à s'intéresser à l'histoire. L'histoire, il baigne dedans. Et donc, il est parfaitement conscient que faire du travail imaginaire avec l'histoire, c'est faire le travail que je vais essayer un petit peu de présenter maintenant, c'est-à-dire effectuer des choix. Et alors, ces choix, ils sont de 2 natures. D'abord, à quel style d'histoire on va s'intéresser ? Est-ce que je vais m'intéresser aux armures ou est-ce que je vais m'intéresser au mode de vie ? Est-ce que je vais m'intéresser aux grands mouvements, aux grandes idées qu'on a essayé de construire, ou est-ce que je vais aussi, au contraire, essayer de m'intéresser aux peines
et aux souffrances régulières des petites gens qu'on peut trouver. Donc voilà, ça va être une forme de saveur historique. Et ensuite, à quel point je vais donner de l'intensité à cette saveur. C'est-à-dire, est-ce que toutes les 5 minutes, je vais me poser la question, est-ce que je colle à cette saveur, ou est-ce que, une fois tracé à grands traits le récit, je m'intéresserai avant tout à la construction d'une histoire ou d'un jeu comme priorité. Alors, je vais donner un exemple assez simple. Vous avez un jeu de plateau assez ancien qui s'appelle Respublica Romana. Et alors, Respublica Romana, c'est un jeu qui a été fait en collaboration avec un professeur d'histoire antique, donc qui est plutôt bien renseigné sur le plan de l'Antiquité romaine, et où les joueurs suivent la ligne suivante. Ils suivent la ligne que Rome, en tant que république, est morte de sa richesse. C'est-à-dire que plus Rome devient grande, plus Rome devient riche, plus les sénateurs romains se déchirent, s'assassinent et risquent de causer l'effondrement de Rome. C'est ce paradoxe-là, ce paradoxe de nature éminemment morale, que rend le jeu. Ça n'est pas la réalité historique. C'est un choix qui a été fait de reprendre la vision morale que les Romains avaient de l'histoire de la République. Et d'ailleurs, ce qui est repris aussi, c'est la vision morale que les Romains avaient de la guerre. En effet, dans Respublica Romana, alors qu'il y a beaucoup de guerres, vous ne pouvez jamais déclencher une guerre. Vous êtes toujours attaqué par l'adversaire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le point de vue des Romains. Les guerres romaines sont toujours défensives. Quand les Romains vont raser Carthage, lorsque les Romains envahissent la Gaule, lorsque les Romains conquièrent l'Asie mineure, lorsque les Romains pillent la Grèce, ils se défendent. C'est parfois difficile à comprendre, mais c'est toujours l'explication romaine. Eh bien, c'est ce point de vue-là que reprend Respublica Romana. Et il le rend extrêmement bien. Effectivement, à Rome, on mène des guerres défensives. C'est un jeu semi-coopératif, c'est-à-dire les joueurs jouent les uns contre les autres, mais en même temps ils jouent contre le jeu. Or, les joueurs peuvent perdre s'ils ne se serrent pas les coudes. Donc au début, ils risquent de perdre, ils sont solidaires. Et plus Rome est énorme, plus les guerres sont faciles, plus on approche de la fin du jeu, plus ils commencent à se dire « Non, il faut que j'écrase mon voisin, donc on va envoyer un mauvais général en Perse, comme ça il se fera défaire, ça fera perdre des points d'influence à mon voisin, et comme ça je pourrai récupérer sa famille. » C'est une lecture morale de l'histoire romaine, c'est-à-dire que la République a été ruinée par trop d'or, trop de richesses. Alors quels sont les usages qu'on peut faire de l'histoire dans un jeu ? Alors il y a le premier usage, le plus répandu, et qui n'est pas critiquable en soi, c'est l'histoire comme décorum. Juste parce que l'histoire, ça fait joli. En effet, l'histoire est un exotisme de complaisance. Alors pourquoi un exotisme ? Parce que quasiment tous les jeux historiques pourraient être reportés à notre époque. J'ai essayé de prendre un exemple, Fief, qui pourtant est un jeu qui veut vraiment s'ancrer dans le Moyen-Âge. Vous gérez une famille, ses mariages, ses alliances, ses placements. Eh bien, vous pourriez tout à fait jouer à Fief aujourd'hui. Vous jouez une des grandes familles françaises, les Bettencourt, les Wendel, et vous aurez exactement les mêmes problématiques. Vous remplacez la cour de Charlemagne par le bal des polytechniciens, où les grandes familles parisiennes cherchent à placer leur fille bonne à marier auprès du futur ministre, auprès du futur PDG, vous avez exactement les mêmes logiques. Oui, mais bon, Polytechnique, on connaît, alors que être évêque, ça c'est une expérience nouvelle. Placer son fils comme comte d'une marche vassale, ça c'est une expérience nouvelle. Et cela peut se voir par un petit parallèle. L'autre type de décorum qui est très à la mode, enfin très à la mode, c'est l'Orient. Eh bien, l'Orient est souvent représenté, non pas de manière historique précise, mais sous le spectre de ce qu'on appelle l'orientalisme, c'est-à-dire une vision un peu idéalisée, un peu caricaturale, mais terriblement séduisante, et terriblement agréable donc à regarder et à vivre, de l'Orient. Eh bien, en fait, l'histoire, telle qu'elle est utilisée dans la plupart des jeux, c'est la même chose. C'est beau, c'est agréable à vivre, et on y est bien. Et c'est quand même le but premier d'un jeu. Alors, je vais donner un exemple très simple, un jeu qui marche très bien, Seven Wonders. C'est un jeu où vous avez effectivement des bâtiments historiques. Si vous demandez à quelqu'un de vous raconter une partie de Seven Wonders, il vous parlera de ses manœuvres,
et de ses points à la fin. Je doute qu'ils vous disent « Oui, j'ai construit la grande bibliothèque parce que ça me semblait pertinent à ce moment, et ensuite je me suis plutôt développé vers le commerce, parce que je jouais, je sais pas moi, les Babyloniens. » Non, ce qui est important, c'est les manœuvres et les points. Oui, mais ça fait le fait d'utiliser l'histoire, ça fait des cartes absolument magnifiques. Alors, il est ensuite possible d'utiliser l'histoire, j'ai bientôt fini, rassurez, je ne vais pas faire tous les usages de l'histoire. Il est enfin possible d'utiliser l'histoire comme un imaginaire qui va donner un sens aux actions. Et c'est par ça que je vais terminer, parce que ça va résoudre mon paradoxe initial des contradictions. J'ai dit qu'effectivement, l'histoire, c'était un endroit où on n'avait pas le choix. Ça signifie donc qu'à partir du moment où on vous place dans l'histoire, tout est déjà écrit, sauf le choix que vous allez faire. Et cela donne donc un sens immense au choix que vous allez faire. Je donne un exemple un petit peu caricatural. Si jamais vous jouez dans un jeu de stratégie, l'un se déroule dans un univers parfaitement abstrait, mettons de science-fiction, où vous allez chercher du zozodium alors que l'autre va chercher du iodium, ça existe, hein. Très bon jeu d'ailleurs. Et votre objectif, donc, c'est bien entendu de conquérir une ressource. À la fin du jeu, n'oubliez pas quand la ressource a un nom rigolo, vous ne vous souviendrez pas si vous cherchiez du zozodium ou du iodium. Dans un même jeu de stratégie, si à la fin, vous avez conquis Rome avec les Carthaginois, et si le jeu a véritablement essayé de rendre les dynamiques réalistes, ou du moins de vous rendre l'ambiance, parce que je vais essayer d'éviter le mot réalisme, donc de vous rendre l'ambiance de cette époque-là, de vous faire comprendre à quel point Carthage est menacée par Rome, de vous faire comprendre les enjeux, mais juste de vous donner la possibilité de vaincre Rome, eh bien là, vous vous souviendrez que vous avez vaincu Rome, et éventuellement, vous ne vous souviendrez pas du nombre de points que vous avez fait. C'est ce qui explique, par exemple, le succès extrêmement long, alors aujourd'hui un petit peu dépassé par la multiplication des jeux vidéo de stratégie, mais de jeux qui étaient épouvantablement lourds, c'est-à-dire les jeux de simulation historique sur table. Alors vous en aviez un, par exemple, SPQR, où il s'agissait de refaire chaque bataille romaine. Le placement de la bataille de Cannes prend 2h30. Vous passez 2h30 à placer vos légions, et vous passez 2h30 à placer les armées d'Hannibal. Sauf que si vous remportez la bataille de Cannes avec les Romains au lieu d'Hannibal, vous avez le sentiment que, au sein de l'histoire, vous avez inventé quelque chose. Et donc ça donne un sens à votre imaginaire. Un sens qui est beaucoup plus riche parce qu'il repose sur tout un acquis historique préalable. Et c'est là-dessus que je vais terminer, c'est le dernier intérêt de l'histoire qui est phénoménal, c'est que non seulement elle a une richesse infinie, vous pouvez continuer à creuser, il y aura toujours quelque chose, hein, vous n'avez pas à attendre que l'auteur ait fini son roman, ou que le 17e épisode de la série sorte. Et enfin, je terminerai par une considération éminemment pragmatique, l'histoire est en open access. Si jamais vous envisagez de faire un jeu de plateau, et que vous hésitez entre les croisades et Game of Thrones, il y a une différence. Vous faites les croisades, vous pillez toute l'œuvre de Jean Flory et des autres spécialistes des croisades. Personne ne vous embêtera. Vous faites un jeu Game of Thrones, vous l'appelez juste Game of Thrones, il va falloir payer des royalties. Donc l'histoire c'est bien, parce que c'est gratuit. Voilà. Et maintenant, je vais te laisser la parole. Ah, c'est très vrai, hein. Oui. Pour rebondir, moi j'ai une expérience qui va tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai fait 2 jeux de rôle. Il y en a un qui est resté amateur parce que c'est tiers-âge et que c'est un jeu de rôle sur la Terre du Milieu. Donc il n'était pas envisageable de pouvoir le publier. Et puis, celui que j'ai publié était Empora Massacre. J'ai gagné de l'argent avec, tout simplement parce que j'ai pillé l'histoire à des fins effectivement imaginaires, parce que je suis un imposteur, je ne suis pas historien. Et là, effectivement, l'histoire est en open access parce que j'ai pillé quantité d'historiens et je m'en suis servi à des fins ludiques. Alors, je vais embrayer, moi, sur quelque chose, un sujet qui est un petit peu plus précis, qui est le problème posé par l'anachronisme dans le cadre du jeu historique et plus spécifiquement du jeu de rôle. Pour commencer, je dirais que l'anachronisme, un jeu, c'est bien, c'est très fructueux,
mais c'est très fructueux dans des jeux qui ne sont pas strictement historiques. C'est-à-dire que c'est formidable pour faire de l'Uchronie, c'est très séduisant dans le cadre de jeux de fantasy, ça peut être très séduisant dans le cadre de jeux de science-fiction dans la mesure où il y a un certain nombre de jeux de, alors je pense en termes de jeux de rôle de science-fiction qui vont exploiter des sources historiques et puis les projeter dans du space opéra par exemple. En revanche, l'anachronisme va poser de véritables problèmes dans le cadre du jeu de rôle historique. Et pour une raison que tu as évoquée à l'instant, c'est que le jeu de rôle nécessite un consensus imaginaire de la part des joueurs. Quand on joue ensemble, il faut qu'il y ait un dénominateur commun. Alors on se met d'accord sur un univers, et quand on joue dans un jeu historique, a priori, je dis bien a priori, on est d'accord pour jouer dans un univers qui théoriquement a existé. Seulement l'anachronisme, il risque de rompre ce consensus, il risque de rompre cette cohésion des joueurs et de faire sortir du jeu au moins une partie des participants, soit parce qu'on va ouvrir une discussion au sujet sur « ah oui, mais non, tel objet, telle technologie n'existait pas à l'époque, on ne joue plus, on fait un bavarder hein. », soit parce que certains joueurs vont avoir le sentiment que d'autres joueurs décrochent de l'univers dans lequel ils se projettent, et là il y a une rupture de la cohésion imaginaire, du consensus imaginaire du groupe de jeu. Alors c'est un problème que j'ai pu rencontrer en tant que praticien, en tant que joueur, et en tant que maître de jeu, aussi dans une moindre mesure, mais je l'ai rencontré aussi en tant que concepteur de jeu. Je vois trois origines possibles à l'apparition des anachronismes dans le cadre d'une partie de jeu de rôle historique. Une des causes, c'est bien sûr les joueurs. Et j'y reviendrai, il y a différentes raisons pour lesquelles les joueurs vont introduire de l'anachronisme dans la partie. Souvent d'ailleurs de façon complètement inconsciente ou absolument pas délibérée. Une deuxième cause, c'est le système de jeu lui-même. Le système de jeu lui-même, et là encore il y avait des exemples de jeux de plateau qui en étaient la preuve, va orienter vers une telle ou telle pratique de jeu, et certains systèmes de jeu vont pousser les joueurs à commettre des anachronismes. Alors que d'autres systèmes de jeu vont davantage pousser les joueurs à essayer de respecter non pas l'histoire en tant que telle, mais disons une espèce de couleur locale, une ambiance effectivement historique. Et puis le troisième facteur d'anachronisme, c'est le scénario, quand on joue du jeu de rôle avec des scénarios, ou la partie en elle-même. Dans le cadre de la partie, on peut facilement sortir de l'histoire. Alors, comment est-ce que ces anachronismes peuvent apparaître? Au niveau des joueurs, c'est un phénomène qui arrive très très vite. Les joueurs qui arrivent à une table de jeu, en général, ils ont chacun leur culture historique, qui est variable. Il peut y avoir des joueurs qui sont très pointus, de véritables historiens, il y a beaucoup de joueurs qui ont un vernis, et puis il y a des joueurs qui arrivent sans aucune culture. Et moi, je me suis retrouvé assez fréquemment confronté à des tables avec ces niveaux d'histoire complètement différents. Au sein de la culture historique des joueurs, sur quoi est fondée la culture historique des joueurs? Parfois sur de l'histoire, assez souvent sur des clichés, des poncifs, des représentations qui viennent de domaines radicalement différents, radicalement autres que l'histoire au sens scientifique du terme. Souvent, ce sont des repères qui proviennent soit des scolarités, qui sont plus ou moins oubliés, mal digérés, sachant que ce qu'on enseigne en classe, je suis bien placé pour le dire, est souvent assez loin d'une vérité scientifique. Soit ça provient de la culture populaire, ça provient du cinéma, ça provient du roman, et par conséquent, il y a un certain nombre de repères qui sont parfois des repères collectifs à tout le monde, qui ne sont pas forcément des repères historiques. Donc, les joueurs vont arriver avec des bagages différents, et ces bagages, souvent, vont se heurter au cours de la partie. Puisqu'ils ont des représentations différentes, ils vont se mettre à jouer différemment. Je pourrais fournir un exemple que j'ai eu à TDM, je peux le fournir tout de suite. Je fais jouer au XVIe siècle. Je fais jouer donc dans une société qui est encore relativement traditionnelle. Et j'ai eu un groupe de jeux où se trouvaient d'une part des joueurs qui avaient des personnages de maîtres, soit des bourgeois, soit des aristocrates, et d'autre part des joueurs qui jouaient leurs domestiques, leurs serviteurs. Les joueurs qui jouaient les domestiques se sont mis à jouer en toute bonne foi, et ils y prenaient du plaisir, des hommes du peuple qui avaient des convictions vraiment syndicalistes.
c'est-à-dire qui protestaient contre leurs conditions de travail, contre les heures qu'ils faisaient, contre les exigences du patron, contre le paiement qui était insuffisant. Alors, c'était très drôle. C'était pas complètement anachronique en ce sens qu'au XVIe siècle, on commence à voir apparaître des mouvements sociaux, hein, en particulier des grèves, mais dans la domesticité, quand même, une telle contestation avec des connotations qui étaient quand même très très fortement marxisantes, c'était quand même en décalage assez profond. S'ils les avaient joués comme des valets de comédie qui contestent l'autorité de leur maître, ça aurait été plus proche d'une représentation historique. Et là, on s'est retrouvé vraiment avec un conflit entre joueurs, d'une part, alors qui en plus était un conflit social, entre les joueurs qui représentaient les maîtres, qui disaient mais non, mais au XVIe siècle, c'est pas concevable, il y a des revendications pareilles, et puis les joueurs qui représentaient les serviteurs, et qui campaient sur leur contestation, et ce qui fait qu'on se retrouvait avec un dialogue à deux niveaux. Il y avait un affrontement entre les personnages joueurs, et puis il y avait un affrontement entre les joueurs qui n'étaient pas d'accord sur leur conception historique. Et là, forcément, on sort du consensus unique. On se met à parler d'autre chose. Alors, il y a d'une part des anachronismes qui vont venir des joueurs. Il va y avoir des anachronismes qui vont venir du système de jeu. Je pense en particulier quand on fait du jeu de rôle historique avec des systèmes génériques, on va se retrouver dans le vocabulaire employé par le système de jeu, avec des notions, des termes qui ne correspondent pas aux mentalités de l'époque qu'on représente. J'ai un exemple qui ça débouche sur des comportements des joueurs aussi qui sont anachroniques. Je pense par exemple à une compétence que je trouve très pratique, qu'on utilise souvent dans le système Chaosium, qui est la compétence psychologique, qui sert à un personnage de déterminer le degré de sincérité de ses interlocuteurs, de savoir si on lui raconte la vérité, si on essaie de le manipuler, de lui mentir, etc. C'est très pratique. C'est une compétence relationnelle que les gens ont depuis l'Antiquité, mais le nom même psychologie est anachronique quand on joue à une époque qui est antérieure au XIXe siècle, puisque la psychologie est une science récente. Et à partir de ce moment-là, on va avoir chez certains joueurs la tentation d'appliquer dans la grille d'analyse des personnages qu'ils rencontrent un système d'analyse du comportement qui est anachronique, un système psychologique, parfois freudien, moi je l'ai vu en partie. Des joueurs qui se mettent à faire de la psychanalyse sur le personnage qu'ils ont rencontré, le PNJ qu'ils ont rencontré, alors que ce sont des joueurs qui jouent au Moyen-Âge ou au XVIe siècle. Donc là, il y a un décalage qui va apparaître, un anachronisme dans le comportement des joueurs et dans la façon qu'ils ont de représenter, et ça peut être induit par le système de jeu. Et puis, le troisième facteur important dans le cadre d'un jeu historique, c'est la partie, soit le scénario qui s'y prête, soit la partie qui va brutalement sortir du sens de l'histoire, de la réalité historique, parce que les joueurs se mettent à agir contre la ligne historique, ou parce qu'il y a un accident qui fait qu'il se déroule un événement qui n'est pas historique. Bon, je reprends un exemple du XVIe siècle, bataille de Dreux pour la Deuxième Guerre de religion. C'est des joueurs du côté catholique, ils affrontent le prince de Condé, ils le tuent. Il y a un vrai problème là. Et même si c'est pas délibéré de leur part, où ils sont pris dans le feu de l'action, ils voient un général ennemi à l'armure noire qui passe, et ils tirent dessus, ils font un récit critique. Mort de Condé. Ah mince, il meurt seulement pendant la guerre suivante. Comment est-ce qu'on gère ça? Et là, l'anachronisme même apparaît, il est violent dans le cadre de la partie. Il n'est pas forcément délibéré de la part des joueurs. Le système de jeu, il y a beaucoup de MJ qui vont tricher, qui vont faire en sorte que la réussite critique n'en est pas vraiment vue, etc. Mais c'est là, on se voit un autre problème. Il y a pour moi vraiment trois causes possibles à l'apparition d'anachronisme au cours de la partie. Et dans un jeu de rôle historique, tout de suite, ça remet en question la crédibilité de la partie, et donc la synergie qui existe entre les joueurs. Alors, j'ai essayé, moi, de voir, disons, de proposer des pistes pour non pas supprimer les anachronismes, parce que j'ai vu il y en a certains qui sont très intéressants, mais en tout cas, pour essayer de limiter l'apparition des anachronismes dans le cadre des parties. Au niveau des joueurs, je pense qu'il y a deux façons de limiter pas forcément les anachronismes, mais en tout cas les débats, les discussions qui peuvent surgir pendant la partie et qui sont nuisibles à l'atmosphère du jeu.
Premièrement, je pense qu'il faut mettre en place un système qui va encourager, non pas des comportements vertueux, mais des comportements historiques. Donc, moi, je ne suis pas très partisan du système générique qui va fonctionner de la même façon quelle que soit l'époque à laquelle on fait jouer les joueurs. Mais il faut, même si on emploie un système générique, adapter un peu le système pour inciter le joueur à adopter une mentalité, un comportement qui soit en relation avec l'époque dans laquelle il joue. Parce que le joueur souvent arrive avec sa culture qui est vaste ou qui est pauvre sur la période historique, et de toute manière on ne va pas lui faire un cours au début de la partie, ce serait absolument contre-productif. On ne va pas lui recommander non plus de se documenter avant la partie. Le joueur est là pour jouer, il est là pour se détendre. En revanche, ce à quoi il va être sensible, c'est justement, comme tu l'évoquais, c'est la mécanique du jeu. Donc, si la mécanique du jeu est historique, qu'elle incite à un comportement historique, le joueur, spontanément, ne serait-ce que pour jouer de façon efficace, pour être valorisé, va adopter un comportement historique. Alors, il y a différents biais. Moi, j'ai tendance à, d'une part, adopter un vocabulaire qui fasse couleur locale. Je ne dis pas qu'il est respectueux de l'histoire, mais qui fasse couleur locale. Donner aux compétences des noms qui sont en relation avec la société dans laquelle joue le joueur. Dans Tédéum pour un massacre, il n'y a pas de compétence à armafolie, de compétence à arquebusade. C'est un vernis lexical, mais ça met dans la couleur locale. Voire, j'aurais tendance à recommander à créer des compétences qui soient spécifiques à l'époque et qui soient utiles dans le cadre de la société. Donc, par exemple, les compétences étiquettes dans la société de l'Ancien Régime pour maîtriser les codes sociaux et qui poussent les joueurs en utilisant cette compétence à communiquer avec le MJ quand il y a aussi un test d'étiquette pour savoir comment se comporter correctement. Et ça recadre un petit peu les joueurs. L'autre biais que j'ai adopté, plus spécifiquement dans Tédéum pour un massacre, c'est de fournir une création du personnage qui est en fait une forme de leçon occulte. C'est de la pédagogie simulée. J'ai opté pour un système que j'ai repris à des jeux de rôle plus anciens, qui est la création du personnage par question à choix multiple, par questionnaire à choix multiple. Le fait de créer un personnage à travers un questionnaire à choix multiple, ça permet d'être ludique. Le joueur n'a pas le sentiment d'être en train d'ingurgiter de l'histoire quand il crée son personnage, mais en même temps, les différentes questions qu'on lui soumet lui permettent d'avoir un aperçu de la société dans laquelle son personnage est né et a grandi et s'est formé. Et du coup, dans la mesure où tous les joueurs créent leur personnage de cette façon, ils se retrouvent avec une base commune, c'est un vernis, c'est profond, mais ils se retrouvent avec une base commune, une éducation commune en quelque sorte, une expérience commune qu'ils peuvent mettre à profit ensuite dans le cadre du jeu pour jouer en synergie avec un certain nombre de repères communs. Ça atténue légèrement, mais ça atténue quand même la différence de culture historique qu'on a entre les différents joueurs qui vont participer à une partie. Donc, les règles, il y a d'autres aspects dans les règles, en particulier, alors bon, là je vais être très militaire et très technique, dans les cadres de Tédéum pour un massacre, j'ai donné des caractéristiques techniques aux armes, non pas pour être réaliste, mais pour inciter les joueurs à adopter le comportement d'un combattant du XVIe siècle. Par exemple, les armes à feu sont très meurtrières, complètement imprécises. Je serais joueur et vous seriez PNJ et avec les règles de Tédéum pour un massacre, j'essaierais d'abattre quelqu'un parmi vous au dernier rang. Techniquement, le malus est tel que je tirerais en profond dans le mur, mais je toucherais personne. J'accentue même un peu l'imprécision d'armes à feu de l'époque. Pourquoi? Pour inciter les joueurs, une fois qu'ils auront subi quelques échecs, ils seront déchargés leurs armes, ils se retrouver avec une arme qui ça rien. Pour les inciter à se dire, bon, il faut absolument que je sois plus efficace. Donc désormais, je vais tirer de beaucoup plus près. Je vais tirer à l'épaule. Et pour inciter ainsi le joueur, par lui-même en respectant la mécanique de jeu, à adopter l'attitude du combattant du
du XVIe siècle qui ne décharge son pistolet qu'à brûle-pourpoint, c'est-à-dire au contact, parce qu'il sait très bien qu'autrement il risque vraiment de rater l'adversaire même qui a quelques pas. Donc, mettre en place un système avec un certain nombre de règles qui sont incitatives, qui vont pousser les joueurs à adopter un comportement compatible, pas forcément avec la réalité historique, mais avec, en tout cas, un regard qu'on peut avoir sur l'histoire. Alors, se pose aussi l'autre problème, c'est celui du scénario qui risque de déraper. Ça c'est assez compliqué. Je pense qu'on peut le gérer de différentes façons. D'abord, pour éviter tout malentendu entre les joueurs et le maître de jeu, je suis partisan au préalable, avant la partie, d'un pacte ludique. Alors, le terme est un peu ronflant, mais en fait, en substance, ça consiste à discuter entre joueurs pour être bien d'accord sur les attentes qu'on va avoir sur la partie historique qu'on va faire. Sachant que je vois en gros trois possibilités dans un jeu de rôle historique. Soit on fait du jeu de rôle historique pur et dur, ce qui est une illusion. En tout cas, on s'efforce de respecter la ligne historique de la façon la plus fidèle possible, ce qui est très contraignant. Soit on s'autorise quelques licences et on fait du jeu de rôle historique romancé. À la Alexandre Dumas, on respecte en gros les grandes lignes de l'histoire de France, mais on se permet de lui faire de beaux enfants et de s'écarter de l'histoire quand c'est fun. Soit, troisième possibilité, qui est aussi envisageable, alors là il faut vraiment en parler avant la partie, je pense, on s'autorise la possibilité d'une chronique. C'est-à-dire qu'on prend un jeu de rôle historique avec son cadre historique, mais on se dit deux possibilités de chronique. Soit il y a déjà eu un point de divergence, quelque chose qui, dans ce monde-là, correspond quasiment exactement à notre monde, mais il y a un petit quelque chose qui est différent. Donc on est dans une réalité parallèle, ce qui nous laisse une grande liberté au niveau de l'action des joueurs. Les joueurs peuvent influencer sur des événements qui, normalement, sont intangibles. On sort quand même de l'histoire. Autre possibilité, mais on reste dans une saveur historique. Autre possibilité, on est bien dans l'autre histoire. Mais on laisse la possibilité aux joueurs d'être le point de divergence. On se dit, oui, les joueurs peuvent annuler un événement historique important. Ils peuvent abattre un personnage historique important. Là, ils peuvent tuer Condé pour la bataille de Dreux et pas pour la bataille de Jarnac. Et du coup, les joueurs vont devenir à l'origine d'un point de divergence et ils vont ensuite gagner une certaine liberté. L'avantage pour les joueurs, c'est qu'ils se sentent beaucoup plus libres. Ils se disent, bon, je ne vais pas être pris dans un carcan historique, je ne vais pas me heurter au mur de la réalité historique dans certaines circonstances. Le désavantage, bien sûr, c'est qu'on va sortir de l'histoire à un moment donné. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment gérer l'anachronisme quand les joueurs se sont mis d'accord sur une partie de jeu de rôle historique pur, ils se disent on ne va pas sortir de la ligne historique. Et pourtant, ils vont tirer sur Condé à Dreux et ils vont le battre. Ou quand ils se sont mis d'accord sur l'histoire de l'Annecy. Comment faire à partir de ce moment-là alors, il y a plusieurs optiques. En fait, il faut faire de la manipulation. Je suis contre le MJ qui triche délibérément, qui va contre les règles pour respecter l'histoire. Parce que c'est extrêmement frustrant pour les joueurs. À un moment donné, de se heurter au mur de la réalité historique, c'est démobilisé, ça démobilise. En revanche, on peut un peu manipuler. Le personnage historique avec Bologna, en général, il est très bien entendu. Alors là, il faut faire entrer en ligne de jeu la capacité à la description hyperbolique ou en art du maître de jeu, qui va décrire dans le détail tous les obstacles auxquels les joueurs risquent de se heurter s'ils s'écartent un peu de la ligne historique. C'est un peu décourageant. Il faut le faire avec subtilité. Il ne faut pas être trop, à mon sens, il ne faut pas être trop directif. Sinon, les joueurs aussi vont se décourager en se disant, ils vont très vite passer en mode méta-jeu, en se disant, ah oui, le MJ nous prévient, donc c'est pas faisable, donc c'est pas la peine qu'on le fasse. L'autre option, qui est celle que je préfère, c'est de laisser vraiment les joueurs libres. Il va nous s'attaquer à un grand personnage, qu'ils y aillent. C'est d'être aussi parfaitement impartial avec les règles. Bon, ils échouent, ils réussissent. Pour donner aux joueurs la possibilité, finalement, d'avoir ce sentiment d'avoir renversé le cours de l'histoire, qui est quand même très grise. Maintenant, si on est dans un cadre quand même d'un jeu où on s'est mis d'accord sur de l'historique pur, ça pose un problème. Donc là, j'ai recours à un truc, c'est vraiment un truc. J'accorde au personnage historique
les mêmes privilèges qu'au personnage joueur. Je joue avec des jeux à système qui sont des systèmes de points de destin à la Warhammer, ce que j'appelle moi dans ATDM la providence. Donc, ils abattent le personnage historique à Warhammer, ils l'ont abattu, ils l'ont vaincu, ils l'ont eu. Seulement le personnage historique, il est comme eux, il a un point de destin, un point de providence qui lui permet de réapparaître un peu plus tard. Alors là, il faut être un peu tordu, il faut être un peu feuilletoniste, de la même façon que dans un certain nombre de séries ou de romans feuilletons, le personnage qui était mort, le grand méchant qui était mort, l'opposant, ou Sherlock Holmes qui est mort, à un moment donné réapparaît, avec une explication un peu tordue. On fait la même chose, et on redresse, mais après coup, pas sur le moment. On redresse après coup le fil historique. Alors bien sûr, on contourne l'histoire, mais c'est pas bien grave en soi. C'est pas bien grave, parce que l'histoire, finalement, elle est fondée sur... c'est une enquête. C'est une enquête qui est fondée sur l'analyse de documents, et la plupart de ces documents sont complètement contradictoires ou sont lacunaires. Donc, on peut très bien, au nom d'une vraisemblance, je ne fais pas d'histoire, je fais du jeu de rôle. Au nom de la vraisemblance c'est tout ce qui m'intéresse, c'est pas la réalité historique. Au nom de la vraisemblance, on peut très bien dire qu'il y a une lacune dans tel ou tel document historique, et que les choses ne se sont pas passées exactement de la même façon que ce qu'enseigne l'histoire traditionnelle, mais qu'il y a eu un incident qui n'est pas passé à la postérité, mais dont les personnages peuvent avoir été des acteurs. Ça permet donc de jouer en quelque sorte avec les anachronismes. Je ne vais pas trop m'attarder. Un dernier point quand même. Après avoir exposé ces stratégies en fait pour gérer l'anachronisme dans le jeu de rôle historique, l'anachronisme quand même me semble intéressant. Alors, d'un autre point de vue, on instrumente souvent l'histoire, et là je ne parle pas du jeu, mais je parle de la façon dont on instrumente l'histoire à des fins politiques, à des fins religieuses, ou tout simplement à des fins philosophiques. On instrumente assez souvent l'histoire pour lui faire dire quelque chose d'autre, pour réfléchir sur notre situation, voire sur notre avenir. Je pense que le jeu de rôle historique peut être aussi l'occasion pour les joueurs à ce type, alors non pas de réflexion, mais de mise en situation. C'est-à-dire qu'on va mettre les joueurs dans une situation purement virtuelle, dans laquelle ils vont se débattre, ils vont s'en tirer en bien ou en mal, et ensuite ça peut être l'occasion de réfléchir à des problèmes qui sont des problèmes personnels, philosophiques, politiques, contemporains, dans un deuxième temps. Donc avoir une approche qui est une approche vraiment qui dénature un peu l'histoire, mais c'est pas grave, on est dans le cadre du jeu. Avoir ce type d'approche qui reste une approche anachronique me semble quand même intéressant, et en ce sens, le jeu de rôle historique, parce qu'il prétend, je dis bien il prétend, il n'est pas forcément plus réaliste que le jeu de rôle fantasy, mais parce qu'il prétend être plus proche de la réalité, il se prête davantage à ce type de réflexion sur la société ancienne, mais aussi sur la société actuelle, voire sur notre avenir. Voilà, j'en ai fini, je laisse la parole. Alors, juste avant de passer l'enregistrement, qui nous sert de micro, une petite remarque qui relie sur le syndicaliste que tu as évoqué au début et le verdict que tu as évoqué à la fin. Lorsque tu parles d'un verdict, effectivement, l'idée souvent il faut se défendre, c'est juste un verdict, c'est pas suffisant. Mais en fait, ce verdict, je me dis, il y a peut-être un autre rôle aussi. C'est que quand on fait un verdict commun, on donne à chaque joueur le même capital. Oui, et donc les joueurs n'arrivent plus avec ce capital culturel différent de celui qui dit non mais moi j'ai lu tout Alexandre Dumas, alors en plus tout Alexandre Dumas, mais je sais tout. Et l'autre dit ouais non, moi j'ai vu les 3 mousquetaires avec le dirigeable géant, c'était cool. Là, bien entendu, il va y avoir une différence de classe, vraiment, de niveau de culture. Et bien, en fournissant un verdict commun, on fournit à chacun un capital commun qui crée une égalité, et comme le jeu suppose l'égalité, ça permet de mieux jouer. Et alors, précisément, pour faire la transition, il y a un domaine, heureusement, les règles sont fixées à l'avance et tout le monde est vraiment, c'est le jeu de plateau. Je t'en prie. Merci. Le jeu de plateau. Effectivement, c'est un sujet intéressant parce que le jeu de plateau, qui est un peu une traduction littérale de l'anglais board games, nous, on est plutôt sur le jeu de société d'habitude. Quand on dit jeu de société, tout le monde vous pose la question, n'importe qui. C'est quoi le jeu de société? Tout le monde voit une boîte de Monopoly.
Donc, jeu de plateau, c'est un terme qui est arrivé dans les années 70. On va en parler ici parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est de savoir. Alors, c'est pas moi qui passe les slides, donc je vais faire ça à chaque fois, il va y avoir un décalage. La période jeu de société, il faut bien se rendre compte, quand on dit jeu de société en France, on a cette image-là, mais ça englobe tout ça. Il y a quand même un ouvrage important de Jean-Marie Lotte, qui est ludologue et qui a écrit le dictionnaire des jeux de société, qu'il a écrit dans les années 80, et qui référencie tous les jeux, dictionnaire des jeux, d'encyclopédie des jeux de société, et il y a tous les jeux, depuis les jeux égyptiens, jusqu'au wargame, jusqu'au jeu de rôle, etc. Nous, on va essayer là, rapidement, de se concentrer uniquement sur le board game, donc sur le jeu de plateau, et de voir comment essayer de traiter l'histoire. Mais on va bien voir qu'on est obligé de faire des petits allers-retours sur les autres domaines. Juste sur le jeu de plateau, donc le jeu de société, le jeu de plateau, on va voir, ça commence quand? En fait, ça commence quand? Déjà, faire une définition claire de ce qu'est le jeu de plateau. C'est un jeu qui se retrouve dans une boîte avec un seul jeu. On va le voir après, mais c'est généralement, on avait énormément de mal à jeu. Des jeux qui étaient avec des jeux de cartes, d'un jaune, etc., etc. Et à partir du moment où on a un produit manufacturé, dans une seule boîte, on a eu un seul jeu. Et on pourrait dire que c'est l'origine du jeu de plateau. Pourquoi choisir ces deux-là? Celui-ci de gauche est apparemment identifié comme étant le premier jeu de plateau américain. Le principe est assez simple, 1822. Donc c'est une grande carte. La mécanique est assez simple. En fait, c'est l'ouest des États-Unis. C'est l'est des États-Unis, excusez-moi. Et on a des petits traits comme ça. Chacun va avoir un pion à un endroit sur des villes, sauf que les villes ne sont pas nommées, elles sont juste numérotées. Et quand je arrive sur une ville, il faut que je cite le nom de la ville pour pouvoir continuer. Et d'arriver jusqu'à... Avec une variante expert qui était de citer le nombre d'habitants de la ville. Donc, vous voyez l'intérêt ludique de ce premier jeu de plateau en 1822. C'est un jeu américain, c'est le premier identifié, en tout cas, historiquement. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on va voir au fur et à mesure que les succès des aventures du au final, on a fait le même board. Un jeu allemand, 1832, qui là traite historiquement d'une situation un peu précise. Apparemment, on va dire Napoléon III parce qu'il n'y a pas de Napoléon III au moment de l'Algérie. Donc on est toujours, ce qui est intéressant, c'est que là on traite l'histoire, une histoire directe. Non, c'est pas ça? 1832, c'est Napoléon III? Non? 1852. Non, c'est 30. Bon. Alors, je me suis planté du coup là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu allemand qui a trois. Je ne suis pas historien. Qui a trois. Bon, on parlera après. Qui a trois. Qui est en allemand donc, et qui reprend son principe des œuvres. C'est-à-dire que là, c'est un jeu allemand, c'est pas le premier, mais c'est un jeu qui va prendre toute la mécanique des dames, mais va coller un thème complètement historique, assez proche, et qui va tout d'un coup prendre une mécanique et coller une histoire dessus. C'est 10 ans plus tard. Je vous parlais tout à l'heure des jeux en boîte, ce qui est important. Donc ça, c'était un peu les prémices. Parce que le début, c'est pas encore une forme très claire. Ce qui va commencer vraiment l'histoire du jeu de société, c'est ce qu'on pourrait appeler, ce que je disais tout à l'heure, le jeu en boîte. Et ça marche par toujours deux endroits. Aux États-Unis, avec George Parker, 1883, qui crée Parker Brothers. Parker Brothers qui deviendra plus tard Hasbro. Donc c'est tous les jeux qu'on peut connaître maintenant, de Monopoly qui est passé par Parker Brothers, 1883. Même année, en Allemagne, on est toujours sur ces deux courants. Ravensburger, avec Otto Römermeyer, qui crée la grande maison d'édition qui existe encore. Donc, même année, ce qui est rigolo, c'est que, pas très loin, parce que il y a 1889, l'extension Nintendo, qui était aussi, à la base, un créateur de jeux de société. À la fois au départ, et après, tous les jeux de société. Donc, pourquoi parler de ça? C'est pour un moment, il faut bien dire quand commence l'histoire de ce fameux jeu de plateau.
On pourrait dire que si on définit le jeu de plateau comme cet objet qui est vendu en boîte seul, avec une mécanique propre, un titre et un mode de jeu, un système de jeu, on pourrait dire que ça vient à partir de cette période. Et on va s'apercevoir, et quand on s'intéresse à l'histoire, comment on traite le jeu de plateau. Le jeu de plateau, il traite en fait d'une histoire très proche. Il est presque témoin, un témoin très imagé, de la réalité, soi-disant. Ce jeu de plateau magnifique, qui est vraiment immense, qui est au CNJ de Boulogne, pour ceux qui s'intéressent, qui a été ramené de Philadelphie il y a une dizaine d'années. 1890, toujours à peu près le même principe. On est toujours dans Ticket to Ride, dans les aventures du rêve. Il faut traverser toutes les régions des États-Unis. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive, on a un petit livret à côté, et on va apprendre ce qui se passe, soi-disant, dans ces régions. C'est toujours soi-disant, parce que c'est une histoire pour apprendre aux enfants ce qui se passe à des endroits des États-Unis. Puis là, on voit ce qui peut nous sembler un petit détail un peu imaginaire. On se croit complètement dans un film de John Wayne, sauf que là, c'est une réalité pour eux de représentation de ce, quand on passe ces territoires-là, c'est les territoires des natifs. Et là, on voit les Indiens avec le train. Attention, effectivement, dans le livre, qu'est-ce qui est marqué? C'est juste indiqué, attention, ici, il y a des risques. Donc, comme au jeu de loi, on y reste un peu plus longtemps, avec comme une case pluie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le jeu de société pur, dans ces années-là, et longuement après, va être une espèce de témoin d'une réalité complètement fantasmée, imaginée. Et effectivement, ça va ouvrir à quoi? Ça va ouvrir au fur et à mesure des années à de la satire, de la propagande, et avec un point de vue à chaque fois. C'est-à-dire que là, j'ai fait un petit panel rapidement. J'ai pas pris le bouquin, mais je vous le montrerai après. Un petit panel rapide. Généralement, ces jeux sont sortis. Celui-ci sort en 47. Donc, on est vraiment. Il y a un jeu génial qui est le jeu du pas de loi, qui est sorti fin 45. Un jeu belge qui est un jeu de loi. Et on a toute l'histoire de la Belgique pendant la guerre. Avec la dernière case où Hitler, soi-disant, pendu sur la dernière case. Et il est signé comme si c'était presque un travail journalistique. Donc, on joue de l'histoire, mais comme si on était dans l'histoire. Donc, le game de Télégraphe. Alors, c'est des jeux moraux, complètement. Hein. On essaye de montrer que c'est bien de monter dans l'échelle américaine. Donc, ça, c'est un jeu qui date de 1890, je crois, 1870, où c'est bien de bien travailler. Et puis, on va arriver, au final, à avoir un bon poste. Voilà. Ici, un jeu allemand, où l'objectif est de bombarder l'Angleterre. Effectivement, c'est pendant la guerre où ces jeux sont diffusés. Lutte des classes, une critique assez acerbe à l'époque, ou Police State. Alors là, c'était assez rigolo parce que j'ai interviewé l'auteur qui a fait ce jeu en critique du système communiste, où effectivement c'est le Monopoly, mais en fait, tout le principe du jeu est on démarre ici, et on ne peut jamais accéder ici, sauf si on donne des pots de vin pour accéder ici, et pour arriver à être en haut de l'échelle sociale. Et donc, à chaque fois, il faut essayer de dénoncer les adversaires. Donc, j'ai interviewé, effectivement, il n'est pas du tout le système communiste, c'est américain. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que le jeu de société pur a toujours traité des événements assez proches au final. Ça, c'est pendant une période jusqu'aux années 50-60. Jusqu'aux années 50-60, on traite vraiment. Il y a énormément de jeux, donc j'ai amené des catalogues. On avait traité à l'époque au Centre national du jeu. On a fait une grande exposition sur le XXe siècle raconté par les jeux de société. Ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, à chaque fois, on trouvait un jeu qui racontait un événement de l'histoire et qui datait cette période. Donc, on a le jeu du maquis. Voilà, c'est des jeux des maquisards, ils existaient. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a aussi le jeu de la vie en 37, où effectivement, on voit en France, c'est toujours les jeux moraux, et une case c'est pas bien, une case c'est bien, une case c'est pas bien, une case c'est pas bien. Effectivement, il y avait vraiment avoir un idéal avec le salut hitlérien devant le drapeau français, qui était déjà là. Et toutes ces petites choses qui sont comme des témoignages aussi très orientés, évidemment.
qui est une réelle, un réel presque de propagande. Ça, c'est ce qui a été pendant un long moment les jeux de société. Mais après, à partir des années 60, 70, il va y avoir un peu deux écoles qui vont se faire. Alors, on va commencer, et là, je fais un gros raccourci pour aller très vite, parce que 20 minutes, ça passe vite. Ce qui est important de voir, il y a deux courants, ce qu'on appellera l'Eurogames, l'école allemande, et l'Améritrash, mais l'école américaine. Pourquoi je vous ai cité au départ l'école française, l'école des jeux, à chaque fois, il y a des Ravensburger et les Parker Brothers. À chaque fois, il y a ces deux écoles qui ont donné un point de vue sur les jeux, et vous allez voir comment, parce que ça donne vraiment un point de vue sur l'histoire et comment l'histoire est traitée comme si on mettait une caméra un peu différente. On va commencer par l'école allemande. Je la commence en 95, c'est pas vrai, mais on n'a pas le temps d'aller avant. Elle commence bien avant, mais en gros, la détonation se passe avec Catan en 95. L'école allemande, elle est intéressante quand même. Comment est traitée l'histoire là-dedans? Parce qu'il y a quelque chose d'assez pessimiste. Tu partais de l'orientalisme, etc. Ben là, on est un peu ailleurs. Il y a Sidler von Catan, donc ceux qui vont, les settlers qui vont arriver, effectivement, sur une île vierge. Il n'y a personne sur cette île. Et en fait, les seules zones de système et de conflit vont se faire entre les joueurs, mais non pas directement. Donc il y a une représentation d'une île. Pourquoi on prend Catan? Parce que bon, c'est une île lointaine, on ne sait pas trop, c'est pas trop passé d'embrouille là-dessus, on va pas avoir trop de problèmes, donc quelque chose de très neutre, on va dire, dans le traitement. Ce jeu-là va amener toute une révolution dans mondiale, on va dire, au niveau ludique, sur comment créer des jeux. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs piliers plusieurs piliers qui vont définir tout le style de l'école allemande. Le premier pilier, c'est le combat direct est très rare. Il n'y a jamais de combat direct. On ne s'affronte pas directement. On est obligatoirement, on va essayer de pousser l'adversaire, on va essayer d'avoir plus de points de victoire, mais on ne peut pas s'affronter directement. Le deuxième pilier, il y a très peu de hasard. On fait appel énormément à la réflexion. On ne laisse pas le jeu, l'emprise du hasard, des dés, etc. C'est le joueur qui est le maître des situations. Troisième pilier, un joueur ne peut jamais être éliminé pendant la partie. On doit tous finir la partie jusqu'à la fin. Et le thème est toujours un vernis. Alors quand on dit thème, quand on traite l'histoire, soit Catan, Carcassonne ou Alexandre, c'est un vernis complet. C'est juste là pour amener. D'ailleurs, la preuve en est, je vois le visuel, qui est presque ici. Le dernier Carcassonne est sorti, c'est Carcassonne Star Wars. Ce qui fait deux mots associés, assez improbables. Alors, il y a une raison aussi à ça. C'est-à-dire que ce point de vue-là, il est aussi culturel. Le jeu de société allemand, au sortir de 1945, se retrouver, il est familial. Tous ces thèmes-là, effectivement, c'est improbable, au sortir de la guerre, de se dire qu'on va avoir du combat frontal. Et qu'on va éliminer l'autre à coup de dés en disant toi t'es mort. Non, on n'élimine pas. Le hasard, c'est juste la réflexion, parce qu'il n'y a rien qui va arriver comme ça, on va maîtriser. Et parce que ça fait partie de cette grande école j'avais montré le damier au départ, qui est aussi sur la réflexion. Et le thème est là pour justement, juste en décor. Voilà. La priorité de l'histoire décorative, la priorité de l'école allemande, c'est l'élégance mécanique. C'est la mécanique doit être précise. Et c'est ça qui va entraîner le joueur dans un imaginaire qui est juste, si l'histoire est là, c'est du décor. Donc, il faut imaginer le joueur dans un décor, mais il en ville. Et donc, il est là, il joue, mais il n'est pas du tout immergé dans une situation. Il est juste complètement en décalage. Ça, c'était pour rapidement l'histoire, l'école allemande. Pour l'école américaine. L'école américaine, elle commence avec ce qu'on appelle les jeux de simulation. C'est comme ça qu'on les a fait en France. Un livre que je conseille d'ailleurs, il se trouve sur eBay, voilà, Duccio Vital, qui est un grand homme de cette époque-là, qui avait créé Eurogames d'ailleurs, et qui a écrit ce livre sur tous les jeux de simulation. Lui, il classait à l'époque, donc 84 le livre. Ce qui est intéressant, il classait trois grandes familles de jeux de simulation, le Wargames, les jeux de pouvoir, alors ça c'est une
on voit que c'est complètement subjectif. Je pense qu'ils placent là-dedans diplomatie, respublica, etc. Ce qui pourrait être un peu les jeux de société et les jeux de rôle. C'est important parce que le terme jeu de simulation, c'est que tout d'un coup, on va simuler quelque chose et on va être dans cette simulation-là. Il y a encore maintenant des affichages. J'ai vu, il y a un salon, je ne sais plus où, qui s'appelle le salon des jeux de simulation, etc. Ça existe encore. Ça commence à perdre un peu d'ampleur, ce terme-là, mais ça existe. Ça commence donc avec les jeux de simulation. Et alors, ce qui est rigolo, il y a juste petit aparté, 1811, c'est le wargame. C'est quand même là, ça naît à Berlin hein, quand même. Hein. C'est rigolo. Je vous rappelle toujours les allers-retours entre l'Allemagne et les États-Unis. Ça naît à Berlin. C'est vraiment un exercice militaire. Enfin voilà, ça sert. Voilà. Mais il y a quand même des règles. Il y a des règles, il y a du game design, etc. On passe plus dans l'univers contemporain. Le premier grand wargames qui arrive en 58, c'est Tactics. Charles Roberts. Roberts, c'est le monsieur qui a fondé Avalon Hill. Donc Avalon Hill, qui est un éditeur vraiment qui a poussé les premières pubs c'est ça qui est intéressant, premières pubs de l'éditeur de Avalon Hill, c'était des jeux réalistes. Voilà, c'est ça. The New Realistic Land Army War Game. Donc, on est vraiment dans ce souci de placer le joueur dans une réalité fictive, évidemment, parce que Tactics ne précise rien quant à la période, quant au conflit, quant au type de conflit, etc. Donc on est dans une grande fiction, mais c'est réaliste. Pourquoi c'est réaliste? Parce qu'effectivement, il va y avoir un jet de dés à un moment où il va peut-être avoir du vent, avoir de la pluie, il y a quelque chose qui fait, mais on reste dans du jet de société. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la simulation. On est dans de la simulation, mais pas de la simulation. Poussé. C'est des jeux qui pourraient jouer encore très bien. Arrive en 70, Chainmail. Chainmail, qui est le premier point par Gygax et Jeff Perren, qui est une simulation de combats médiévaux qui est vraiment purement du wargame. On ne fera pas l'histoire là du jeu de rôle, mais ça va déboucher sur Donjons & Dragons. Tout ça, c'est un peu le courant des jeux de simulation, et derrière va arriver tous les jeux de plateau. Tous les jeux de plateau de l'époque qui sont Rencontre Cosmique, Dune, qui sont spéculaires aussi, pas spéculaires, Respublica, qui sont vraiment, va ouvrir. Je me suis concentré juste après, pour faire vite, sur maintenant ce que ça amène. Tout ça, toute cette culture-là du jeu, ça amène à quoi? Et j'ai pris tout simplement, actuellement, sur Board Game Geek, les jeux soi-disant thématiques, en tout cas historiques. Ce qui est rigolo, c'est que, à partir du moment sur Board Game Geek, il y a Twilight Struggle, qui est un wargame, au final, mais qui n'est pas un wargame comme on l'entend, c'est un wargame à grande échelle, où on va jouer effectivement un américain, un les russes, et on va jouer sur une grande période, 45-89, avec que des événements. On voit là-haut comment est traité. C'est-à-dire que c'est des images, c'est des vraies photos de l'époque. Et on joue tout ce conflit, on le recrée. Le joueur a une liberté, mais pris dans une structure par laquelle on est obligé de passer à des moments clés. Donc on se joue de l'histoire, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce jeu, il est deuxième au classement BGG, classement des jeux de plateau général, et il est premier des wargames. Alors ce n'est pas vrai. Et il y a un deuxième classement dans Board Game Geek qui est le Thematic Rank. Donc, les jeux les plus thématiques. J'ai sorti le premier qui prend historiquement quelque chose, Whitechapel. Il est 38e. C'est-à-dire que tout avant, ce ne sont que des jeux de fiction. Et c'est en ça que je disais que dans les années fin des années 60-70, tout a changé. C'est-à-dire que on traitait énormément des situations réelles. Et jusqu'à maintenant, on est beaucoup plus intéressé dans le jeu de plateau à retranscrire quelque chose, une sensation de vivre une situation, mais dans un univers complètement fictif. C'est-à-dire que arriver à la 38e place, et vous regardez, c'est hallucinant. Il y a du Cthulhu, il y a du fantasy, il y a tous les univers possibles. Et alors ça, c'est un événement très précis à un endroit. Et sinon, il y a le 39e qui arrive ici, qui est Merchant of Murder. Et là, on a une espèce de fiction, c'est l'âge d'or de la piraterie. Et donc, on est sur des îles, et puis effectivement, géographiquement, ça marche, mais après, aucune cohérence historique. On est dans une espèce de cliché de la piraterie pour justement faire un jeu de gestion.
Ça, c'est 1960, un autre exemple aussi d'un jeu actuel, qui est, effectivement, on va jouer Nixon et Kennedy dans une confrontation politique. Ça, c'est un peu ce que traite actuellement le jeu de plateau historiquement, actuellement. Les piliers on va dire, du jeu, donc là j'ai ressorti les jeux qu'on fait un petit peu cette école américaine, parce que les jeux qu'on a vus avant viennent aussi de cette école. Les piliers de l'école américaine, c'est des conflits directs entre les joueurs et plus que recommandés. C'est-à-dire que c'est vraiment un des piliers de base. L'affrontement direct, c'est parce qu'il y a une culture du wargame, il y a une culture aussi de l'affrontement, et c'est pas important. Deuxième pilier, on peut être éliminé de la partie. Au contraire, c'est même super drôle de voir que, parce qu'on n'est pas du tout dans un souci familial, s'il faut au bout d'une demi-heure, il y a un joueur qui est parti et qu'on a réussi à tuer de la partie, il ne joue plus. Et c'est plutôt drôle. Troisième pilier de l'école américaine, beaucoup de hasard. On peut très bien, il y a sur un talisman, etc., on peut très bien, au bout de 3 heures de partie, faire un mauvais jet de dés et on l'a perdu. Et c'est ça qui est drôle. C'est ce qu'on appelle l'améritrage, c'est ce qu'on appelle la culture américaine du board game. Et le dernier, évidemment, un thème très fort. Attends, mais j'ai des vidéos, effectivement, il y a 2 vidéos qui sont très intéressantes sur Knizia, Reinhard Knizia, qui est un grand game designer, et qui parle de la création du jeu. Effectivement, lui est plutôt très froid, très mathématique, très retiré. Et Peterson, qui est le directeur de Fantasy Flight Games, qui a fait énormément de games Ameritrash. On voit les 2 personnes parler complètement de comment on fait vivre le jeu. C'est complètement opposé. C'est vraiment complètement opposé. La priorité du jeu à l'américaine, c'est la drama. Lorsque l'histoire elle s'invite à la table, le joueur on devient l'acteur. C'est important, c'est que je deviens acteur, je peux faire mes choix au sein même de l'histoire. Alors que dans le jeu à l'allemande, je serais plutôt dans un décor, mais voilà, ça sert juste de décor de théâtre. Là, je suis l'acteur même de tout ce que de tous mes choix, effectivement drivé par un système. Ces 2 oppositions-là, qui sont intéressantes pour voir, par exemple, si on fait un fight entre ces 2 jeux. Entre l'école américaine et l'école allemande. 2015, Freedom, effectivement, qui retrace justement d'essayer de sauver, d'abolir l'esclavage et de placer le joueur qui essayait de monter, de sauver les esclaves pour les emmener au Canada, de 1800-1860. On a un récit, on essaye de coller une réalité, mais l'objectif, c'est celui-là, parce qu'il y a des bandits qui vont essayer d'éviter ça. On est vraiment acteur d'une situation. On prend Puerto Rico 2002, jeu à l'allemande, mécaniquement brillant, sublime. Et qu'est-ce qui se passe? Ben là, on est au 16e, on arrive à Puerto Rico, on va avoir une petite colonie. Et puis on va faire tout le petit mécanique, on prend des pièces. Sauf qu'à aucun moment, on pense à la situation des autochtones qui ont fini en esclavage et qui ont fini décimés complètement parce qu'on a fait. Parce que les colons espagnols ont fait. On est juste là, tout va bien. On est dans le vernis. On est dans Porto Rico parce qu'il y a le soleil. On a une mécanique brillante. Il faut oublier complètement qu'on est à Porto Rico. Parce que, comme tu disais, on pourrait très bien voir un Porto Rico Star Wars. Ça serait possible. Mais il n'y a aucun cas de conscience, à un moment donné, de s'intéresser au point de mais qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'en fait, là, si les esclaves sont représentés, là, les esclaves, c'est ces petits bonhommes en bois qu'on retrouve dans tous les jeux. C'est des petits meeples. Donc, c'est d'ailleurs une polémique de Five Tribes, qui est, quand elle est sortie, Five Tribes, qui est effectivement donc, fait par Days of Wonder, et il y avait des cartes esclaves. Il y a eu un grand... juste avant la sortie, je crois qu'ils ont revu leur copie. Deuxième édition, ils ont enlevé les esclaves. Donc, il y a cette volonté d'être dans le décor et dans volonté d'être acteur complet. Et pour finir, du coup, j'ai fait pas mal de la publicité de théâtre, et du coup, j'amènerais presque, en fait, ces 2 grandes écoles à Stanislavski,
qui effectivement explique la construction du personnage et qui est un russe, mais qui est une méthode d'acteur qui se retrouve dans tout l'acteur studio. Donc tous les acteurs américains sont passés, surtout dans les années 60 et 70, les De Niro, etc., c'était se revendiquer de l'acteur studio. L'acteur studio, c'était vivre complètement l'action, apprendre son texte, vivre comme, être complètement immergé dans son rôle pour pouvoir le reproduire au mieux au moment de la caméra. 1930 à peu près. Pareil, Brecht. Sauf que Brecht, qu'est-ce qu'il propose pour ses acteurs? Lui, c'est plutôt la distanciation. Être un peu distance par rapport à ce que je raconte. C'est pas pour rien qu'effectivement, même si lui est russe, ça s'est adapté culturellement, et c'est devenu une méthode de formation des acteurs aux États-Unis, et que ça, Brecht est évidemment allemand, et a fait avec le Berner Ensemble vraiment une grande formation de comédiens, et a donné un autre œil. C'est pas si différent au final. C'est qu'on s'aperçoit que cette histoire, ce traitement de l'histoire, il est aussi évidemment culturel. Évidemment, on reconnaît à chaque fois des petits clins d'œil à ce qu'on pourrait voir dans le cinéma. Si on compare le cinéma actuel, sur le cinéma allemand et le cinéma américain, effectivement, on pourrait avoir des différences. Tout ça pour dire que l'histoire dans le jeu de société, elle n'est pas énormément traitée. Mais elle sert soit à décorum, soit à des points précis. Mais elle sert juste, en fait, peu importe l'école, ça sert juste comme point de départ à un imaginaire. Alors après, on nous place dans une posture, soit une posture distanciée. Il faut juste savoir que, effectivement, quelqu'un qui joue à Porto Rico, qui a envie de savoir comment ça se passe à Porto Rico à cette époque-là, c'est pas le métier. Et donc, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que le nombre de critiques que j'ai vu dire « Oh non, c'est pas du tout comme ça ». Bah oui, c'est pas du tout comme ça parce que c'est pas le but. Ça fait partie d'une culture, ça fait partie d'une école, vraiment, de formation. Et pour finir, juste pour dire un petit point, le dernier slide, je crois, si j'en ai un. Ouais. À la croisée des chemins, je prends juste la civilisation, c'est-à-dire que là j'ai pris deux cas complètement extrêmes. Mais prenons les jeux de civilisation. À la croisée des chemins, on a Civilisation, le fameux jeu, sublime jeu de 81, où il est précisé derrière, attention, ce jeu n'est pas un wargame. Important, parce que... Et jusqu'à Seven Wonders, refaire l'histoire aussi, donc là, tout antique, il y a énormément de courants, énormément d'écoles pour faire ça. On va mixer, et c'est ce qui arrive maintenant, ce qui fait toute la richesse ludique actuelle du jeu contemporain, c'est de prendre beaucoup de l'école américaine, de prendre beaucoup de l'école allemande, et puis d'essayer d'assembler. Et donc, en fait, c'est ce point de vue sur l'histoire est intéressant, mais aussi résume pas mal tout ce qui se fait actuellement en jeu de société contemporain. On n'a pas assez, je pense, actuellement en jeu de société contemporain, de sujets vraiment historiques, parce qu'on va plus vers une facilité de jeu, et que, effectivement, si on veut pousser un peu loin une réalité historique en jeu, ça devient rapidement un peu trop complexe. Donc, pour l'instant, peut-être que ça changera, peut-être qu'un game designer trouvera le moyen d'amener de l'histoire assez simplement. Je pense que l'histoire sur un plateau, elle est difficile à amener parce que ça devient rapidement trop compliqué et trop compliqué.